Le coup tordu, 258e épisode du coup tordu. Ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le coup tordu, c'est tout simplement les passionnés qui parlent aux passionnés. Donc dernière série de nos doubles épisodes consacrés à Paris-Nice et à Tirreno Adriatico. Vous avez un épisode qui vous attend juste avant, le 257e épisode consacré à la 5e étape de Tirreno Adriatico. Et là on se retrouve avec Latib et avec Phoenix pour le 258e épisode consacré à la 6e étape de Paris-Nice. Et Thibaut, je te laisse la main pour le parcours. On a une dernière étape qui est prévue pour les sprinteurs. Et si tu as visité, je pense, ma preview, mais juste avant l'étape, oui. Tu pensais à des potentielles bordures, puisque on va le voir, on a un vent qui est quand même assez puissant, on a des zones qui sont dégagées et des zones d'entrée, puis on a un peu comme sur Tirreno, sauf que cette fois on l'aura jamais de face, on aura un vent favorable. Après, on part avec un vent de 27 km/h et on le termine une fois que tu arrives vers l'étang de Berre, plutôt vers les 17 km/h. Donc en fait, le truc, c'est que le départ va être très nerveux parce qu'on va avoir des gaziers qui vont vouloir être devant, qui vont vouloir profiter de ce puissant vent de dos et quelques zones qui vont être vent 3/4 d'eau. Mais très vite, en fait, les choses risquent de rentrer un peu dans l'ordre et on sera plus là pour essayer de maîtriser cette potentielle échappée assez dangereuse pour les sprinteurs. Parce qu'après on va être dans des zones, des traversées de ville, beaucoup de végétation et très peu de zones à bordure, et quand il y en a, elles sont relativement courtes. Donc honnêtement, tout pointe quand même vers un nouveau sprint massif. On va le dire au passage, Vingegaard, ça pue au moment où on enregistre, on n'a pas encore l'info officielle, mais Vingegaard, ça pue l'abandon. Ouais, ça pue l'abandon, visiblement. C'est pas cassé apparemment. Ah, la main serait pas cassée ? Apparemment, elle serait pas cassée. D'accord. Ouais, mais il va avoir mal. On serait peut-être même aussi sur un protocole commotion. Oui. Parce que on parle d'un mec qui pouvait pas freiner déjà, oui, au niveau de son entorse, et puis qui était un peu désarçonné, qui voyait un peu trouble, etc. Est-ce que c'était bien de le faire repartir sans le tester, et est-ce qu'il est pas encore sous commotion, voilà. Donc ça pue quand même l'abandon. Après ce protocole commotion, moi j'aimerais bien savoir, alors je souhaite pas que ça arrive un jour, mais ça arrivera bien un jour dans l'histoire du vélo, parce que quand t'arrêtes un mec, parce que la règle est pareille en grand tour, protocole commotion, si c'est dangereux on t'arrête et c'est bien. Mais est-ce qu'on agit de la même manière quand on a affaire à un Jonas Vingegaard ou un Tadej Pogačar ou un Remco Evenepoel que si c'est, je sais pas, je veux pas être condescendant, mais si c'est Samuel Leroux ou Thomas Gachignard qui veut, tu vois, des mecs qu'on va pas des ultra méga champions, des mecs qu'on va pas hésiter à mettre hors course quand il y a des enjeux colossaux comme ça. Alors là, c'est pas forcément le cas sur Paris-Nice, mais est-ce que le Toubib, tu vois, il a, t'imagines, Pogačar, ça lui arrive, le Toubib, tu vois, faut quand même qu'il porte sacrément ses burnes pour dire, écoute, camarade, t'es hors course parce que ça va pas, quoi, avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Mais c'est voilà. Est-ce que si ça avait pas été un autre coureur, est-ce qu'on l'aurait pas mis hors course que Vingegaard ? Après Vingegaard, je crois que c'est à ses coéquipiers qu'il a dit qu'il se sentait un petit peu étrange, que la vue était pas ouf. Mais surtout quand on voit son visage et la lèvre ensanglantée, on se doute que la tête a tapé. Et par exemple Pogačar sur les Strade Bianche, quand tu regardes sa chute, la tête ne tape pas. Ah oui, il est mort de rire. Déjà, la différence... Non, je suis pas sûr qu'il soit mort de rire, mais... Ah, il rigolait après, Il rigolait, quand il est reparti, il rigolait, il était en sang, il rigolait, quoi. Mais c'est normal. Il chute, il se fait des pizzas, il est en Italie, c'est normal qu'il rigole. Ah ouais. Mais voilà, mais tu vois, la différence des deux, c'est qu'il y en a un où la tête ne tape pas, l'autre la tête tape. Est-ce que ça devrait pas être un élément qui déclencherait automatiquement un protocole commotion? En plus, on est sur Paris-Nice.
c'est pas le Tour de France. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ta santé en jeu quand la veille tu t'es plaint de problèmes d'organisation d'après lui? Est-ce que là, jouer avec ta santé comme ça pour Paris-Nice, c'est vraiment très malin? Je suis pas sûr. Ah non, mais moi, on va voir, hein, mais je serais très surpris qu'ils repartent. Hein. Je serais vraiment très très surpris. Bon, Thibaut, on revient sur l'étape, donc au parcours. Donc si j'ai bien compris, pour toi, peu de chances de bordure et énorme bataille de placement à l'approche des 5 derniers kilomètres. Exactement, on a une neutralisation et tu le signales à 5 km, mais c'est assez logique, hein, parce que quand tu regardes le détail du final, on a beaucoup de ronds-points, certains qu'il va falloir prendre à droite et je les ai signalés ceux-là, et d'autres où c'est un peu obligatoire de passer à gauche, énormément de terre-plein centraux, quelques ralentisseurs, mais en fait quand tu passes à gauche, et notamment à cette marque, c'est quoi? C'est à 2,1 km de l'arrivée. T'es obligé de passer à gauche. Pourquoi? Parce que après, tu vas avoir une route qui va être séparée en deux par un terre-plein central et rétrécissement de la voie. Tu vas passer de 2 voies à une seule. Pour moi, c'est un final de con. Hein. Qu'on se mente pas entre nous et qu'on se dise les choses. Quand à 2 km de l'arrivée jusqu'à quasi la flamme rouge, tu te retrouves à une voie dans un final, je suis moyennement fanat de ce type de truc où on sait que ça va frotter énormément et qu'il y en a qui vont vouloir absolument être placés dès la barrière des 3 km. Pourquoi? Parce qu'on sait que le placement va être vital avant même la flamme rouge, puisque après la flamme rouge, on va très vite intervenir dans ce dernier virage à 500 mètres. Une courbe, tu sors de la courbe et t'es quasiment à l'arrivée à 200 mètres. Donc ça va être un final rapide où le placement va être assez vital et très vite vital. Mais alors, quand tu parles de neutralisation aux 5 km, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un incident à partir des 5 Exactement. km, tout le monde est remis dans le même... Exactement. Selon le roadbook, tu as les étapes qui sont définies comme un sprint, c'est l'article 16, et on te précise les zones de neutralisation à 3 km, et cette étape est neutralisée à 5 km et non à 3 km comme traditionnellement. D'accord, mais c'est pas un truc genre à 5 km, les mecs peuvent se relever et ceux qui veulent jouer la gagne jouent la gagne. Ah non. D'accord. Tu ne te relèves jamais. Une zone de neutralisation, tu ne te relèves jamais. Si tu te relèves, t'es baisé. Tu vas prendre l'éclat. C'est en cas d'incident, tu es remis dans le temps du groupe auquel tu appartenais. Et est-ce que, parce que je rappelle quand même qu'une fois t'avais foutu, on pense que c'est toi qui avais foutu le bordel une fois sur une étape du Tour de la Provence, bordel dans le bon sens, hein, où t'étais arrivé dans le podcast en criant un petit peu partout que le final était ultra dangereux, où ça ressemblait énormément à ce qu'on a demain. Et d'ailleurs on était à peu près on était sur le même secteur. Et le matin de la course, les organisateurs avaient dit ok, c'est bon, aux 3 km de l'arrivée, ceux qui veulent se relever se relèvent, on prend les temps de tout le monde aux 3 km et ceux qui veulent faire le sprint font le sprint. Est-ce que tu penses pas, à la vue de ce que tu expliques, que ça pourrait pas être une demande des coureurs demain matin, ou ça pourrait pas être aussi un choix de l'organisation dans les heures qui viennent? Parce que c'est vrai, allez voir, hein, vous tous à l'écoute du coup tordu, je vous le dis, prenez quelques secondes, allez voir la preview de Thibaut sur Vélo Futé. Vraiment, c'est déjà vous allez voir plein de trucs, vous allez voir un beau site, le plus beau site de cyclisme du vélo en France et même dans le monde. Voilà, je le dis, dans le monde. Et donc là, les derniers kilomètres, c'est quand même les passages à une voie dans les 3 derniers kilomètres et pas qu'un seul. Moi, si on nous disait demain, allez, aux 5 km, ceux qui veulent se relever se relèvent, on garde les temps, c'est bon, ça serait pas un scandale. Non, ce serait pas un scandale, d'autant plus que techniquement, si je suis la météo, on aura quand même des risques de pluie toute la journée et un final détrempé. Donc, si pluie il y a, ce final peut très vite, au-delà d'être houleux, devenir dangereux. Ouais, non, tu vas voir, ils vont bloquer aux 5 km. Je le sens. En plus, avec la pluie, ils vont prendre 0 risque. Peut-être que je me trompe, hein, mais je le sens. Honnêtement, s'il pleut, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse parce que ce serait le choix logique en termes sécuritaires. S'il pleut pas, je suis pas sûr qu'ils prennent cette option.
T'as regardé la preview de Thibaut, Enzo? J'ai pas eu le temps de dire, non, j'ai vu qu'il l'avait partagé, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Non mais ouais, les routes étroites, c'est quand même assez dingue. De toute façon, t'as juste à lui dire que entre 2.1 et 1.3, tu te retrouves avec 2 ronds-points à franchir et une voie, quoi. Une seule voie. Ouais, donc c'est bien pour 40 coureurs, quoi. Pas pour un peloton deux troncs, pas de plus, quoi. Ouais. Donc, voilà, pour 40 mecs intéressés pour le sprint, et puis les autres à la soupe. On est sur les berges, quoi. Bah ouais, exactement. Bon, on va passer au pronostic, Thibaut. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Alors évidemment, force, puissance d'étreint. Donc, quels sont les coureurs que tu mets dans le jeu et les coureurs que tu as un peu tendance à exclure sur ce type de finale? Bah, techniquement, on va pas se mentir, hein, sur un sprint, Merlier est sans concurrence. Maintenant, il y a cette question du placement vital, et sur les derniers sprints, il y a quand même des équipes que j'ai vues très bien placées, des trains puissants. De prime abord, je me disais putain, c'est quand même un bon final pour Mats Pedersen. Et je revisionne les autres sprints et je me dis qu'il y a peut-être d'autres coups à jouer. Enzo, toi, t'as un petit avis ou Non, là, les gars, je vais pas faire semblant. J'ai vraiment été très passif dans ma manière de regarder Paris-Nice cette année, et c'est aussi agréable d'être un peu vraiment très passif et de prendre les choses comme elles deviennent sans avoir aucune idée de ce à quoi ressemble la route. D'accord. Donc ouais, moi aussi j'étais un peu de bas sur Pedersen à la vue de la forme du moment, mais effectivement. Alors je le dis pour tout le monde, je vais pas prendre de bêtes sur cette étape. Il y a 2-3 petits noms qui me plaisent. Je vais pas les prendre. Voilà, peut-être avoir un peu de fantaisie à prendre à droite à gauche, parce que ça me paraît quand même relativement gamble. Mais Thibaut, on va voir si on est un petit peu sur les mêmes noms, et je le dis, Tim Merlier à 1,61, vu le bordel que c'est dans le final. Pour moi, même s'il peut gagner, pour moi, il y a absolument aucune value. Mats Pedersen côté deuxième à 5,50, c'est très bien coté. Donc Thibaut, vas-y, les petits noms qui te plaisent. Je suis sûr de non. Bah moi aussi, je suis sûr de non. Je suis sûr de non. Alors, je vais te donner peut-être le moins surprenant des deux. Et tu verras déjà que on est sur quelque chose. Alors, est-ce que tu as remarqué quand même que souvent, quand on est sur le même nom, et sans s'en parler avant, comme Lenny Martinez hier, très souvent ça tape dans la cible. Moi, au vu du placement des derniers sprints, il manque peut-être un peu de kick, mais ce final technique peut le remettre dans le jeu. Son équipe sera placée, parce qu'on va aussi vouloir placer le leader, et puis il a pris part au sprint. C'est un final technique, une technicité qui peut lui correspondre. Là, pour le coup, Axel Zingler me plaît énormément. Bon, je suis obligé de le prendre, Thibaut. C'était dans les deux noms que j'avais cochés. Bah oui, forcément, la Visma, on va vouloir se placer à l'avant. C'est logique. Voilà. Et en plus, il y avait eu un sprint aussi, rappelle-toi, le fameux sprint dont je parlais tout à l'heure, là, tu sais, quand t'étais arrivé sur le Tour de la Provence 2024 ou 2023, où c'est arrivé pareil dans le podcast en disant que ça allait être dangereux et qu'ils avaient neutralisé. Il fait deuxième de l'étape derrière Mats Pedersen. Mais allez, je vais y aller. La victoire à 67 et le top 3 également. Ok, bon, écoute, voilà. Axel Zingler, Axel Zingler, c'est coché. Ça serait quand même dingue qu'on soit sur le deuxième nom, le même, Thibaut. Je pense pas qu'on soit sur le même. Donc je vais te laisser annoncer ton nom, et après je t'annoncerai le mien et l'explication. Est-ce qu'il est norvégien? Non. Bon, écoute, on n'est pas sur le même. Non, moi je me dis que sur ce genre de finale, la Uno X, ils savent parfaitement gérer, ils savent parfaitement manœuvrer dans ce genre de situation. C'est vraiment rare qu'ils se trouvent. Donc Alexander Kristoff me plaisait bien. Après, le problème qu'il y a, et c'est pour ça que j'irai pas, c'est qu'on sait jamais, est-ce qu'ils mettent pour Kristoff, est-ce qu'ils mettent pour Abrahamsen?
t'as des tournantes dans cette équipe. Ça peut être Ramsus Stiller. Donc, elle est très très, pour savoir qui a sa chance, c'est très compliqué à lire. Donc voilà, mais c'est le deuxième nom qui me plaisait bien. Vas-y, honnêtement, en fait, de prime abord, si tu penses que les Uno X seront bien placés, je me dis aussi que pour certaines équipes, il y a quand même un coup à jouer, mais tactique. Et d'ailleurs, attends, j'ai peut-être même une troisième idée là qui me vint. Attention, faut juste que je regarde la composition d'équipe. Mais avant, je vais regarder, avant de regarder cette petite composition et de t'expliquer ma troisième idée de con. On va partir sur le deuxième homme que je voyais, et c'est peut-être celui qui me plaît le plus par rapport à Zingle, et il est coté encore plus haut. Moi, sur les deux sprints, j'ai vu les Astana très bien placés et toujours être dans le top 10. Là, honnêtement, je les vois bien aussi un peu mener cette barque. Sesbol sait parfaitement se placer sur ce type de finale technique et peut emmener un Fedorov assez loin. Pour moi, ils vont sprinter pour Fedorov. Honnêtement, si j'avais une appétence particulière pour prendre quelque chose, je prendrais Fedorov à toutes les sauces. Top 10, top 3, vainqueur. 251 la cote vainqueur pour Yevgeny Fedorov. Pourquoi tu penses qu'il mettrait pas, parce que 16 balles la cote à 101, c'est pas mal aussi. Le premier sprint, il était pour Fedorov. Le deuxième, ils ont sprinté un peu chacun dans leur coin, mais il semblait quand même que c'était Fedorov qui était encore emmené. Et puis sur la forme du moment, il nous a quand même tapé un très beau début de saison. Ok. Allons-y pour Fedorov. Et donc ta troisième idée de con, comme tu dis, Thibaut, c'est on a un final qui se rétrécit à chaque fois avec des passages de rond-point. Ma grande question, c'est Mats Pedersen, il peut être emmené, il peut être très vite mis à contribution et son train peut très vite être mis en avant. Mais est-ce qu'on tenterait pas le coup de la cassure pour Alex Kirch? Ils l'ont déjà tenté ça en plus, par le passé, sur ce même type de finale. Honnêtement, l'équipe qui mène, si elle est intelligente et qu'elle mène très bien, elle peut tenter ce petit coup de pute. 601 la cote d'Alex Kirch, luxembourgeois Alex Kirch. Non, mais pour moi, tu vois, c'est pas une. Enfin, tu vois, quand tu vois la cote de Tim Merlier, tu te dis vas-y, c'est un sprint et tout. Tu regardes pas le détail, tu te dis sprint, Merlier, aucune concurrence, ça coche. Je pense que c'est plus un final à mettre de la petite mise, tenter des coups. Mieux vaut regretter un gain que pleurer une perte. Et au pire, tu perds des petites pièces, mais tu peux gagner très gros. Enzo, toujours pas de pronostic? Moi, je vais aller avec le meilleur sprinter du monde, Tim Merlier. Ah, d'accord. Tim Merlier, ok. Tim Merlier, donc cote à 1,61. Effectivement, sur le bookref, les parieurs y croient, vu qu'il a ouvert à 1,66, il est à 1,61. C'est vrai que c'est le plus rapide. C'est lui aussi qui a le meilleur train. En logique, son équipe devrait réussir à le placer, mais c'est vrai que c'est quand même très, très, très gamble. Ça ressemble, on va dire, un peu à un Grand Prix de Formule 1 où il y aurait de la pluie et, quand il pleut sur un Grand Prix de Formule 1, c'est là où il faut jouer tout, sauf les écuries qui jouent la gagne, quoi. Moi, je pense en toute objectivité que si demain il gagne pas, ça veut dire que c'est pas le meilleur sprinter du monde. Non mais t'inquiète pas. Bien équipé, et vu comment ça a l'air, on sent la bonne foi italienne. Demain, je pense que s'il ne gagne pas, ce sera la preuve ultime jusqu'à la fin de la saison. Alors Enzo, rassure-toi, Jonathan Milan, il aura son maillot jaune à Lille le 5 juillet prochain. Non, mais par contre, je trouve ça vachement cool d'avoir deux sprinters qui évoluent à un niveau si élevé. Parce qu'en vrai, si t'en avais qu'un seul des deux qui était fort, ce serait un peu chier. Là, c'est dommage que Milan soit tombé, mais en vrai, même le petit duel à distance, on a eu un duel ex-aequo sur le Tour des UAE. Là, on avait le duel à distance, un sur Paris-Nice, l'autre sur Tirreno, et tu vois que les mecs sur un sprint, ils ont quand même
pas de concurrence. Tu vois, à part eux deux, il y a personne qui peut jouer dans leur cours. Alors, sur un sprint, on va dire, à chaque fois, les choses peuvent changer, mais sur le papier, ils sont tous les deux dans leur monde, et derrière, t'en as deux autres qui vont se battre pour la place de moi, troisième. j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner sur les UAE, le duo Groves-Philipsen. C'est pas mal. Ça peut jouer. Ça peut jouer sur un. Après, a perdu ailleurs. C'est même pas une question de ça, parce que Groves, je sais pas s'il aurait fait un meilleur travail que contre Sony, ou s'il aurait fait un meilleur travail pour Philipsen pour empêcher Merlier de gagner les étapes qu'il gagne. Je suis sincèrement pas sûr. Philipsen a travaillé ailleurs. Et ça se voit, hein, il a perdu, mais depuis l'année dernière, il a perdu un peu de sa vitesse, mais par contre, ça lui permet de bien mieux passer les bosses. Et c'est certainement pour ça qu'il a gagné Milan-San Remo d'ailleurs. Quand tu reparles de tes, enfin, je repars sur les potentielles équipes qui mènent et les potentielles équipes qui peuvent faire des cassures. Et tu parlais des Uno X bien placés pour emmener Christophe. Est-ce qu'on pourrait faire la cassure pour Abramsen, Rasmus Stiller? Oui, c'est aussi des coups. Sur ce genre d'étape à la con, je serais pas surpris de voir un Uno X. T'as pas remarqué souvent quand t'as un Uno X qui gagne, le mec qui commente, il met tout le temps 3-4 secondes avant de savoir lequel c'est. Mais c'est normal. Il joue sur un collectif qui est tellement homogène en fait que le danger peut surgir d'un peu partout, et je pense c'est à chaque fois une des équipes les plus ils ont souvent un plan, ils le tiennent tactiquement, c'est très très bon, et il y a tout le temps plusieurs cartes, et vraiment ils ont pas de problème à sacrifier les uns pour les autres. Ils font de toute façon ils font du beau vélo, hein, donc il y a pas de problème. Donc oui c'est complètement possible. Il y a 3 noms qui peuvent sortir chez Uno X. Pour moi, les deux équipes, il y a quand même 2 équipes qui pointent en tête pour essayer de tenter ce truc, hein. C'est d'une part Lidl, et de l'autre côté, ce serait peut-être même UAE avec Ivo Oliveira, quoi, qui est théoriquement emmène Molano. Mais moi, sur le sprint de l'étape numéro 2, putain, qu'est-ce qu'il était fort, hein, Ivo, putain, il t'emmène Molano, il creuse un trou, il se retourne, il y a personne. Bon, il arrête, mais putain, quand il lance et qu'il essaye de lancer Molano alors que Molano n'est pas dans sa roue, putain, il était impressionnant, hein. Mais on peut avoir aussi un strike, hein. Enfin, je le souhaite pas, hein, évidemment, hein, mais à la vue de ce que tu décris, c'est avec un truc. Non, c'est possible. C'est pour ça que du coup, Merlier, c'est absolument pas un penalty. Non, pas du tout. La cote le suggère, mais le final l'exclut totalement. Enfin, n'exclut pas Merlier, mais exclut le fait que ce soit un penalty pour lui. Totalement. Bon, et bah écoute, parfait les amis. Bah, on va rappeler les pronostics donc pour cette 6e étape de Paris-Nice. Donc toi, Enzo, c'est Tim Merlier qui joue demain son poste de meilleur sprinter du monde. D'accord. Ok. Thibaut. Moi, vas-y, je vais tenter des coups. Donc, on sera ensemble sur celui que tu diras en premier. Mais pour les autres, je vais partir sur un Fedorov à toutes les sauces, vainqueur, top 3, top 10. On tente des coups. Le coup de la cassure pour Alex Kirch, et je te laisse aller vers tes pronostics, dont un qu'on aura en commun. Bah moi, il y en aura qu'un seul, hein. Ça sera Axel Zingle, la victoire à 67, donc 0,015% de bankroll, donc 1,50€ sur une bankroll à 10 000 €, et le top 3, donc si la victoire est à 67, on peut imaginer du top 3 aux alentours de 15, donc ça sera 0,03% de bankroll, donc 3€ sur une bankroll à 10 000, 1,50€ sur une bankroll à 5 000, et voilà, j'irai pas plus loin sur cette 6e étape de Paris-Nice. Et bah écoutez les gars, j'ai envie de vous dire merci à tous les deux. Non, on peut parler de match-up, hein. T'as vu quelque chose en match-up qui t'intéresse? Bah honnêtement, sur ce final, moi je sais que Tim Merlier, le placement, c'est ce qui pêche un peu plus, mais ce qu'il rattrape, c'est son énorme pointe de vitesse. Mais au vu de la gueule du final, pour moi, Mats Pedersen est toujours mieux placé que Tim Merlier et peut avoir l'ascendant sur
sur le Belge au final de son résultat. Donc pour moi, le match-up n'est pas non plus incohérent dans l'absolu incohérent dans le sens où à 2,75 honnêtement, ça me dérange absolument pas de prendre Mats Pedersen. Ouais, ça s'entend. Ça s'entend. 2,75 effectivement, c'est sur un final assez gumble, ça peut être pas mal du tout. Et parfait. Merci à tous les deux. Donc je rappelle Thibaut, ta preview de Paris-Nice à lire absolument sur le site Vélo Futé, et Enzo, ta preview de Tirreno Adriatico à suivre à lire sur ton site The Big Gear. C'est ça. Écoutez, merci à tous les deux, merci à vous tous d'être fidèles au coup tordu. On est encore placé dans le top 65, top 70 des podcasts de sport les plus écoutés en France. On a fait notre 3e meilleure journée historique avant-hier, qui est c'est des scores de Tour de France 2024, alors qu'on est que à Paris-Nice et on est que à Tirreno. Donc encore merci pour tous les messages, les interactions qu'on peut avoir avec vous tous, que ce soit les copains de TikTok, de Facebook, ceux de X, de Twitter, beaucoup de monde, de Instagram également, à l'écoute du coup tordu. On vous remercie encore. C'est que le début. Je sais pas s'il y aura des previews ce week-end, je vous garantis pas. Ouais, Thibaut, t'allais dire un truc? Non, vas-y, finis et je partirai après sur un autre truc, vas-y. Et mercredi prochain, Milan-San Remo, ça vous va? Ah totalement. Voilà, bon Bon, au moins il y aura... Le mercredi soir, je suis pas là. D'accord. Et sinon, t'as un autre soir dans la semaine? Jeudi. Écoute, jeudi prochain. Non, ça sera pas trop tard, parce qu'en plus on aura peut-être les start lists plus affinés, on aura une meilleure météo. Donc donc ça sera jeudi prochain, le jeudi 20 mars, c'est vissé pour la grande preview de Milan-San Remo. Et Thibaut, t'allais rajouter je sens que t'allais rajouter un dernier pronostic. Non, je rajoute pas de pronostic. Je rajoute encore un merci, parce qu'on parle du podcast, mais je sais pas les chiffres des previews d'Enzo. Je pense qu'ils sont quand même relativement très bons, peut-être même meilleurs que l'année dernière. C'est le cas du côté de Vélo Futé, et merci, parce que les previews battent des records chaque jour, et on est sur les records annuels pour les dernières journées. Donc franchement, merci à tous pour aussi ces lectures. Ça prouve aussi que le boulot qui est fourni derrière, mais pas que pour moi, mais c'est vrai que les previews cartonnent quand même pas mal. Mais pour le coup, c'est top, parce que ça remercie un peu le travail qu'il y a derrière, et ça encourage quand même à continuer. Ah oui, je pense qu'il y a un vrai truc, on le voit sur les scores du podcast, et il y a un vrai truc sur les previews, et je le rappelle encore une fois, sur Vélo Futé, vous avez des previews gratuites, qui sont d'une qualité optimale. Vraiment, prenez quelques secondes, vraiment allez sur le site Vélo Futé, allez regarder les previews de Thibaut, de l'équipe de Vélo Futé, puis il y a plein de choses, on en parle souvent, il y a des interviews, c'est très 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 complet. C'est, je le redis, le meilleur site de vélo. Il y en a bientôt qui vont croire que Vélo Futé est partenaire du podcast, comme il y en a qui croient que Ça Illimite est partenaire du podcast. Donc non, Vélo Futé n'est pas partenaire du podcast, c'est simplement factuel. Et donc voilà, et il est bien conscience que ce type de preview, par exemple, on en parle souvent, mais par exemple en Grande-Bretagne, la Mole, il vous fait payer la même chose, 40 balles par an. Donc là, c'est vous avez mieux et c'est gratuit. Donc mais réellement. Donc voilà, donc continuez à aller cliquer dessus, à l'écoute du podcast Le Coup Tordu, et puis à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Thibaut Chambre sur X, sur Twitter, Analyste Phoenix alias Enzo sur Twitter également, Vélo Futé présent aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et Le Coup Tordu, Facebook, Instagram, TikTok et X, Twitter. Merci beaucoup les amis. Merci à toi. Allez, merci. Ciao.